Je m'appelle Pierre, j'ai 39 ans, et je travaille dans l'immobilier depuis presque 15 ans. On croit souvent que c'est un métier de façade et de sourire, mais c'est surtout un métier d'attente, de silence et de mensonges polis. On apprend à se taire quand une maison semble peser, à ne pas dire ce qu'on ressent dans certains couloirs, et à trouver les bons mots pour masquer une angoisse qu'on ne comprend pas soi-même. Quand j'ai quitté ma vieille agence à Nîmes pour rejoindre un groupe plus ambitieux à Mende, j'ai eu l'impression d'avoir enfin une chance. Et le premier bien qu'on m'a confié devait être une opportunité en or. Une maison isolée dans les Cévennes, ancienne propriété d'un chanteur célèbre, à vendre discrètement. L'annonce, même en interne, circulait comme une rumeur. Une cabane luxueuse, disait-il. Un refuge caché au milieu des pins, bâti par un artiste qui avait disparu de la scène après un scandale dont plus personne ne se souvenait très bien. Certains parlaient d'une retraite mystique, d'autres d'un centre d'enregistrement privé. Moi, je n'y voyais qu'un bien de prestige difficile à placer, trop cher, trop loin, trop chargé d'histoire. Le dossier mentionnait simplement « propriété d'altitude ». Chetimormi habitable. Accès par piste forestière sur 12 km, commune de Vialas. Terrain, 3 hectares de pinède. Présence d'un studio insonorisé et d'un groupe électrogène. Le genre de truc qu'on propose à un écrivain ou à un paranoïaque. Mais j'ai accepté. Mon directeur m'a tapé sur l'épaule. Personne ne veut y aller, alors prouve que t'as les épaules. C'est une belle commission. J'ai souri, par fierté plus que par envie. La première visite a eu lieu un mardi matin de septembre. Le ciel était d'un bleu si clair qu'on aurait dit du verre lavé. Mon collègue Marc m'accompagnait pour repérage technique. La route jusqu'à Florac était agréable. Virages, rivières, forêt de chênes. Mais après, le GPS a cessé de comprendre. Une piste s'est ouverte à gauche, étroite, caillouteuse, serpentant dans un paysage sans horizon. Nous avons roulé 20 minutes à 10 km/h, la carrosserie raclant parfois la végétation. Puis la route s'est arrêtée. Et là, au bout, la maison. Une construction moderne, tout en bois sombre et vert, posée sur un promontoire de roches. Autour, rien que la forêt, épaisse, silencieuse, sans un chant d'oiseaux. Le vent sentait la résine et la pierre chaude. Marc a murmuré « C'est beau, mais c'est pas accueillant ». Je n'ai pas répondu, un vertige me prenait. Ce mélange d'espace et d'enfermement qu'on ne ressent que dans certains lieux trop purs. La porte coulissait sans bruit. À l'intérieur, l'air avait cette odeur métallique des maisons fermées depuis longtemps. Poussière, cuivre et bois humides. Sur un mur, un cadre noirci, sans photo. Dans le studio, des mousses acoustiques jaunies, un micro suspendu au plafond et une table de mixage couverte de films plastiques. Tout semblait prêt à reprendre vie, si seulement quelqu'un osait appuyer sur le bouton. Nous avons noté les travaux, quelques joints à refaire, la fosse à vérifier, les menuiseries gonflées. Marc a insisté pour partir avant la tombée du jour. Ici, la nuit doit tomber d'un coup. Et en effet, en descendant, la lumière s'éteignait entre les arbres à mesure que nous perdions de l'altitude. Sur le trajet du retour, Marc a eu cette phrase que j'ai gardée longtemps. C'est marrant. On dirait que la montagne écoute, j'ai ri. Mais au fond, moi aussi je le sentais. Une présence sourde, presque vivante, comme un pouls dans les pierres. 2 jours plus tard, j'ai appelé un artisan de Florac pour commencer les petites réparations. Il m'a demandé « C'est pour quelle maison ?» Et quand j'ai dit le nom du hameau, il s'est tu un moment avant de répondre « Ah, celle-là, vous allez y rester ?» J'ai cru à une plaisanterie. Mais non. Il a juste ajouté d'une voix plate « Alors prenez des bougies et rentrez avant la nuit. Là-haut, on n'entend pas les téléphones. » Je n'ai pas compris tout de suite ce qu'il voulait dire. Le surlendemain, je suis monté avec son équipe. 2 camionnettes, 3 ouvriers, et moi, avec mon ordinateur portable et un sac de provisions. Le trajet a semblé plus long qu'avant. Le ciel, pourtant clair, semblait plus bas. Les pins craquaient doucement, sans vent. Un silence dense, un peu visqueux, comme une mer sans vagues. Les ouvriers ont travaillé vite, en se parlant peu. À 18h, l'un d'eux a dit « Faut qu'on redescende maintenant, sinon la piste va nous bouffer ». Je leur ai dit de filer, que je passerai la nuit sur place pour surveiller. Leur chef a hésité. « Tout seul ?» J'ai souri. Je suis grand, ça ira. Il m'a regardé droit dans les yeux avant de répondre. Alors fermez bien les volets. Même si le vent est calme, et il est parti. Quand le bruit de leur moteur s'est éteint, j'ai senti, pour la première fois, ce que c'est que le vrai silence. Pas celui des villes endormies, mais celui d'un lieu où le monde semble s'être arrêté. Le soleil tombait lentement derrière les cimes, et la forêt devenait violette, puis bleue, puis noire. La maison respirait doucement, comme si elle attendait quelque chose. Je me suis fait un café,
me suis assis sur la terrasse et j'ai essayé de profiter de cette paix rare. Mais au bout d'un moment, j'ai remarqué un détail. Il n'y avait aucun bruit d'insectes, pas un grillon, pas une cigale, pas même le froissement d'ailes d'oiseaux. Rien. C'est en cherchant un bruit que j'ai vu, entre deux troncs, un éclat plus clair, une forme immobile, presque humaine, juste un visage pâle suspendu dans le vide. Je suis resté figé, le cœur étrangement calme. Le visage ne bougeait pas. J'ai cligné des yeux, il avait disparu. J'ai murmuré, un reflet, rien d'autre. Et je suis rentré. Je suis resté debout un moment sans rien faire, pour écouter ce que la maison me rendait de mon propre souffle. Il n'y avait pas d'écho, comme si les pièces avaient été tapissées de coton. Dans le studio, la moquette avalait mes pas et l'air sentait l'isolant. Cette odeur tiède et sourde qu'on retrouve dans les salles obscures. Je me suis dit que l'artiste devait aimer cette paix conditionnée, cette paix fabriquée, que seul troublent les gestes des mains sur les curseurs. La lumière du plafonnier a délicatement palpité. Un frisson, 2 fois, puis s'est stabilisé. Je me suis souvenu du groupe électrogène. L'aiguille était encore dans le verre, mais assez près du bord pour m'inciter à économiser. J'ai coupé 2 lampes, gardé seulement la liseuse du bureau, et je me suis mis à trier des dossiers, à répondre à des mails que personne ne lirait avant le lendemain. Chaque frappe sur le clavier me semblait déplacée, trop nette, comme un caillou jeté dans une eau immobile. Peu avant 21 heures, j'ai ouvert la porte vitrée pour prendre l'air. La terrasse exhalait encore la chaleur du jour, mais la forêt, elle, s'était glacée. L'odeur de résine avait laissé place à autre chose, un parfum presque minéral, très ancien, comme si la roche avait sué. Je me suis accoudé à la rambarde. La nuit montait, dénivelé par dénivelé. J'ai tendu l'oreille, par habitude plus que par espoir. Rien, pas même une aile perdue. C'est alors que je l'ai entendu, pas un rire. Non, mais la naissance d'un rire, une bulle d'air mal placée, une gorge qui hésite. Un son bref, nerveux, venu de la lisière à gauche. J'ai d'abord pensé à un renard, à ce cri qui ressemble parfois à une plainte humaine. Puis j'ai attendu qu'il se répète pour fixer sa forme. Il est revenu, un peu plus loin, comme si le son apprenait à marcher. Je me suis contrôlé. Les voix naissent dans les forêts comme les mirages sur les routes. J'ai repris mon téléphone. Écran muet, aucune barre. Je savais qu'à un virage en contrebas, un ruban de ciel crevait la cime et offrait parfois une miette de réseau. 20 minutes. Peut-être moins, si je marchais vite. J'ai rationalisé, prévenir quelqu'un, envoyer ma position, garder un lien, c'était la décision du professionnel prudent. Je suis entré, j'ai pris la clé du 4x4, mon coupe-vent, une lampe frontale. Avant de claquer la porte, j'ai senti l'envie enfantine de vérifier une 3e fois les verrous. Je l'ai fait, en m'insultant en silence. La piste a avalé la voiture comme une eau noire. Les faisceaux rampèrent sur les troncs. Chaque touffe d'herbe dressait une petite armée de lances. Je me suis calé sur 10 à l'heure, parfois moins. Le silence n'était plus un vide, mais une matière autour du véhicule, épaisse, voisine. Quand enfin le téléphone a vibré d'un choc électrique, j'ai respiré fort, presque honteux. Des messages sont arrivés en paquet. J'ai écrit au patron, à Claire, à Marc. Tout va bien. C'était vrai à cet instant très précis. Puis j'ai fait demi-tour. Je pensais connaître déjà le chemin, mais la forêt de nuit défait les certitudes. La piste s'est scindée comme un fil qu'on effiloche. Une bouche à droite, une autre à gauche. Des entrées qui promettaient et n'étaient que des coulées de feuilles. J'ai reculé, avancé, reculé encore, la sueur au front sans chaleur. Je me suis laissé guider par des repères absurdes. Une souche comme un dos d'animal, un pin dont la branche basse dessinait une canne. La maison a fini par surgir trop vite, jeté dans mes phares comme un animal surpris. J'ai su immédiatement que quelque chose clochait. La porte d'entrée n'était pas dans l'axe exact où elle devait être. 1 millimètre de décalage suffisant pour que le regard s'accroche. En m'approchant, j'ai compris, elle était entr'ouverte. J'ai coupé le moteur. La nuit, sans le ronflement, a repris sa forme pleine. Une odeur d'huile froide et de bois mouillé m'a saisi. J'ai posé la main sur la poignée. Le métal était tiède, comme si une main l'avait tenu juste avant la mienne. À l'intérieur, rien n'avait bougé. La chaise toujours légèrement de travers, sous la table. Le mug encore tiède de mon café. Mon ordinateur ouvert sur la messagerie. Le studio respirait sa fatigue de mousse. La maison n'avait pas changé, mais moi si. Je me suis déplacé comme on marche dans une église la nuit, avec le sentiment involontaire de profaner quelque chose. J'ai vérifié pièce par pièce, placard par placard, conscient de jouer une scène ridicule, mais incapable d'y renoncer. Personne. Le groupe électrogène, lui, m'a répondu par un silence accusé. Voyant l'aiguille dans la zone grise, j'ai pris le jerrycan
suis sorti sous la terrasse et j'ai rempli le réservoir jusqu'à sentir la remontée d'essence dans la gorge du bidon. Le bruit du redémarrage m'a rassuré d'une façon presque obscène. Voilà un son que j'entends parce qu'il existe. Je suis resté là, bêtement, à écouter la régularité du moteur comme on écoute un cœur. Il devait être près de minuit lorsque j'ai pris la décision que je croyais raisonnable. Ne pas dormir. Tenir la nuit, écrire, trier, préparer le lendemain. Rien ne serait pire que de m'abandonner dans une maison que je ne comprenais pas. J'ai fermé la porte du studio, tiré le rideau acoustique, allumé seulement la lampe du bureau. La lumière découpait un rectangle propre dans la masse sombre. Mon reflet dans la vitre était celui d'un homme qui simule la normalité. Au bout d'une heure, ma nuque s'est mise à chauffer. Une tension lente, qui naît entre les omoplates et grimpe dans le cuir chevelu. Les mots, sur l'écran, perdaient leur consistance, comme si la syntaxe s'effritait. J'ai bu de l'eau, je me suis levé, j'ai marché 2 minutes dans la pièce, bras croisés, en donnant à mes pas un poids volontariste. À mon retour au bureau, la lampe a eu un hoquet. 2, 3, j'ai coupé, rallumé. Elle a tenu. Mon cœur, lui, avait changé de régime. Je ne sais pas quand le premier pas a retenti. Peut-être n'était-ce pas un pas. Peut-être était-ce la maison qui se tassait sur ses poutres. Un bruit étouffé, discret, pourtant net. Un autre, exactement semblable, un peu plus loin. Je me suis amusé à les placer sur un plan. Salle à manger, couloir, entrée. Mes doigts sur le plateau ont commencé à trembler, faiblement. Je me suis moqué de moi. J'ai posé la main sur la poignée de la porte du studio. J'ai entrouvert. La maison, de ce côté, était sans lumière. Les rectangles des baies vitrées, pourtant, dessinaient un gris plus clair. L'odeur avait changé. J'aurais été incapable de la nommer à ce moment-là. Plus tard, j'ai pensé à un mélange de laine mouillée et de terre fraîche, la laine des manteaux qu'on laisse sécher dans un vestibule. J'ai longé le mur, paume en avant, comme si toucher le placo pouvait me donner des informations utiles. Un bruit, alors, sur le gravier de l'entrée. Un froissement plus que des pas, le déplacement d'un poids mesuré. Je me suis dirigé vers la baie latérale. Par l'interstice du volet mal ajusté, une tranche de vue s'offrait sur l'angle de la terrasse et la bande de gravier clair qui dévalait la pente. J'ai retenu mon souffle pour entendre mieux. Le bruit a cessé. 1 seconde, 2, 10, rien. J'ai commencé à relâcher l'air et un chuintement a passé tout près de l'autre côté de la vitre, comme une robe qui effleure le bois. Ce que j'ai fait ensuite n'a aucune rationalité. J'ai baissé le corps, me suis aplati, puis glissé sous la structure du plancher de la terrasse par la trappe de service. Comme si, rentrant en enfance, je cherchais l'endroit le plus étroit pour m'annuler. L'espace sentait le sapin brut et la vieille poussière de chantier. Entre les lambourdes, des bandes de lumière maigre. Mes paumes tâtonnèrent la terre froide. J'ai senti le gravier bouger au-dessus de moi, lentement. Un pas, puis un autre. L'image, à ce moment-là, n'était pas humaine. J'ai pensé à un bovin, à un animal très lourd qui prendrait soin de ne pas faire de bruit. Ça a duré longtemps, ou pas du tout. Le temps, là-dessous, n'utilisait plus mes minutes. J'ai attendu de n'entendre que le groupe, respiration fidèle, et mon sang trop présent. Alors j'ai rampé en arrière, suis revenu dans la maison, et fermé la trappe, et tourné le verrou 2 fois. J'ai vérifié les fenêtres 3 fois. Je me suis haï pour ces chiffres. Il était presque 3 heures quand la fatigue m'a mis au bord de l'imbécilité. J'ai décidé de me poser sur le fauteuil du studio, de caler la tête et d'accepter 10 minutes de fermeture d'yeux. J'ai enlevé mes chaussures, posé ma veste sur mes cuisses, saisi la bouteille d'eau, les porté à la bouche. C'est la voiture qui m'a réveillé. Pas le moteur, l'alarme. Un hurlement mécanique, répétitif, que la forêt a renvoyé en morceaux, comme si plusieurs alarmes criaient en décalage. J'ai lâché la bouteille. L'eau a frappé le sol, une tache sombre s'étalant sur la moquette. Je me suis levé. Mes jambes ont réagi 1 seconde en retard, comme si on enfonçait un interrupteur usé. À la baie principale, les feux clignotants découpaient des bandes de lumière sur la terrasse. Tout dehors se hachait, l'escalier, la rambarde, la table, la ligne des arbres. C'est là que je l'ai vu, pas en face, pas au centre, mais en fuite à droite, se détachant dans une succession de flashs. Une silhouette de femme, longue et déboutonnée dans le bas, quelque chose comme une tunique ou un manteau qui prenait l'air. Sa tête était haute, trop haute, comme portée par un cou amaigri, et ses jambes, oui, ses jambes se pliaient à l'envers. Pas une illusion due à la vitesse, un angle véritable, un mouvement possible mais inadmissible dans la mécanique du corps humain. Elle a traversé la bande de gravier en 2 pas nerveux et s'est engouffrée dans l'épaisseur des pins. Les feux ont continué à clignoter sans elle, comme si la scène refusait de s'éteindre. Je n'ai pas couru, je n'ai rien crié, je suis resté là,
la main posée sur la vitre, à regarder l'espace vide où elle n'était plus, en essayant d'installer dans ma tête un récit qui absorbait ce que j'avais vu. Les renards crient comme des enfants, les manteaux prennent des formes, les yeux fatigués se trompent, les jambes ne se plient pas ainsi. Elle ne se plie pas ainsi. Elle ne se plie pas ainsi. L'alarme à bout de souffle a fini par se taire d'elle-même. La nuit a repris son épaisseur première, mais quelque chose avait changé en elle, comme si on avait ajouté une couche de matière invisible. J'ai reculé de la vitre, j'ai cherché mon téléphone par réflexe, j'ai regardé l'icône muette. Rien à faire. Il ne restait qu'à tenir jusqu'à l'aube. La vraie, celle qui griffe d'abord le ciel avant de toucher la terre. Je me suis rassis au bureau. J'ai essayé d'écrire ce que je venais de voir, ligne après ligne, sans adjectif, sans interprétation, juste des faits, comme on consigne un incident au travail. Les mots refusaient de l'alignement serré. Ils s'écartaient sous ma main, réticents. À un moment, je me suis entendu respirer trop fort. J'ai baissé le menton et compté, inspiré sur 4, bloqué 2, soufflé 6, comme m'avait appris Claire pour calmer les palpitations. Le cœur a obéi un peu. La nuit, elle, n'a pas bougé. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé jusqu'au premier bruit de moteur. Il m'a semblé lointain, très lointain, d'abord indistinct, comme un insecte qui chercherait une fenêtre. Puis il est devenu certain. Un moteur ancien, un diesel fatigué, un véhicule qui grimpe quand même. Je suis sorti sur la terrasse, les bras croisés pour me retenir de faire signe. Entre deux troncs, une lueur a balbutié, s'est éteinte et revenue. Le jour en même temps commençait à décoller derrière la crête, d'un gris pas très convaincu. J'ai senti mes genoux devenir légers, pas à cause du soulagement, à cause du manque de sommeil. Ma tête avait cet effet de ballon qu'on tient par une ficelle trop longue. Je me suis dit que j'allais pouvoir parler, dire, vérifier, comparer mon récit avec des yeux qui n'étaient pas les miens. J'ai pensé à l'essence du groupe, à l'alarme, à la porte, à des choses concrètes, comptables. J'ai pensé que la réalité allait reprendre sa place. Il me suffisait de tenir jusqu'à ce que l'homme qui montait dans ce vieux camion coupe son moteur et dise bonjour. Je me suis tenu prêt à croire tout ce qui rassure. C'étaient eux, les ouvriers du chantier, dans leur vieux fourgon Peugeot couleur ocre, moteur à bout de souffle. Le véhicule s'est arrêté au pied de la terrasse, dans un dernier hoquet de gasoil. Quand j'ai vu les visages sortir de la cabine, j'ai compris qu'ils n'étaient pas surpris de me voir éveillé. L'un d'eux m'a levé la main sans un mot, un autre m'a demandé s'il restait du café. Le plus âgé, Paul, celui qui dirigeait l'équipe, a simplement dit « Vous avez pas dormi ?» Je n'ai pas répondu. Je devais avoir une tête d'ivrogne. Il a ajouté, après un silence, « Vous avez entendu des choses, hein ?» Cette phrase, dite comme on dit « Vous avez vu la pluie », elle m'a traversé sans que je sache comment y répondre. J'ai tenté de sourire, maladroit. Oui, quelques craquements. Rien de grave. Mais ils m'observaient déjà comme quelqu'un qui connaît la suite avant qu'on la raconte. Ils ont travaillé sans commentaire, seulement interrompus par des chuchotements courts. Un mot ou deux échangés à voix basse. Le bruit des marteaux sonnait étrange, étouffé, comme si la forêt avalait l'écho. Le soleil montait mais ne réchauffait rien. Même la lumière semblait prudente. À midi, Paul a sorti des boîtes en métal et m'a proposé de manger avec eux. Nous nous sommes assis sur les marches de la terrasse. Le café tiédissait vite dans les gobelets en plastique. C'est lui qui a relancé la conversation. « Vous avez vu la dame ?» J'ai levé les yeux, un peu trop vite. « Quelle dame ?» Les trois se sont regardés. « Il y a toujours une femme, là-haut. Avant, c'était la mère de celui qui a bâti la maison. Après, ça a changé de visage. Les gens disent qu'elle rôde quand quelqu'un reste la nuit. » J'ai eu un rire sans voix. « Vous parlez d'un fantôme ?» Le plus jeune a murmuré. « Appelez ça comme vous voulez. » Moi, je dis juste qu'il y a des pas, des rires, des ombres. Et qu'il n'y a jamais d'oiseaux quand elle passe. J'ai voulu m'y opposer, citer la fatigue, les illusions d'optique, le poids de la solitude. Mais les mots sont restés coincés. Ils ne sortaient plus de façon crédible. Paul a ajouté, plus bas, « Ici, il y a des endroits qu'on ferme pas à clé, pas pour les voleurs, mais pour que ça puisse ressortir, si jamais ça rentre. » Le reste du repas s'est fait dans un silence poli. L'air, maintenant, vibrait d'un bourdonnement absent. Pas un insecte, pas un souffle, mais une tension continue. Un petit fil sonore qui faisait trembler la peau. Quand ils ont remballé leurs outils, j'ai presque supplié Paul de rester pour la fin des vérifications. Il a refusé avec douceur. On redescend avant la tombée. Vous, faites comme vous voulez, mais dormez pas 2 fois là-haut. C'est comme si la montagne vous avalait petit à petit. Je suis resté sur la terrasse, le regard fixé sur le vide. Il y avait dans l'air une lumière d'après-midi qui ressemblait à celle du matin. Le temps s'était recroquevillé.
Je me suis demandé depuis combien d'heures j'étais réellement éveillé. Mon portable vibrait sans réseau, affichant une heure absurde. En fin d'après-midi, j'ai voulu tester la descente, juste pour sentir la route. J'ai roulé lentement, notant chaque virage, chaque pierre, chaque arbre tordu. Au point de réception, j'ai laissé un message vocal à Claire. Tout va bien. J'ai un peu de mal à dormir ici. C'est le silence, je crois. Ma voix sonnait étrangère. En revenant vers la maison, le crépuscule s'est mis à tomber plus vite que prévu. Les virages, les arbres. La piste entière semblait rétrécir autour du véhicule. À un détour, un mouvement a traversé le faisceau. Quelque chose de pâle, de vertical, qui s'est effacé d'un coup. J'ai freiné net. J'ai attendu que la poussière retombe. J'ai coupé les phares. Rien. Mais dans la nuit revenue, j'ai eu la certitude de ne pas être seul. De retour à la maison, j'ai trouvé la porte entr'ouverte. Cette fois, aucune hésitation. J'ai vérifié chaque verrou, chaque fenêtre. J'ai posé une chaise contre la poignée. Le groupe électrogène ronronnait avec un rythme régulier, comme un cœur rassurant. Pourtant, derrière ce bruit mécanique, je percevais un autre battement. Plus lent, plus proche. Je me suis assis sur le lit, les mains jointes, et j'ai essayé de compter mes respirations. C'est là, entre deux souffles, que j'ai entendu ce qui allait me marquer plus que tout. Une voix. Pas un cri, pas un mot. Une voix basse, rauque, comme celle de quelqu'un qui parle à travers du verre. 3 syllabes, peut-être 2. Je n'ai pas compris ce qu'elle disait, mais j'ai compris qu'elle disait mon nom. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Au matin, j'ai descendu les volets et je suis parti sans regarder derrière moi. Au premier village, dans le seul café ouvert, j'ai demandé au patron s'il connaissait la propriété du chanteur. Il m'a regardé avec un mélange d'amusement et de pitié. « Ah, la maison du haut ? Oui, on connaît. On dit que ceux qui y dorment entendent ce qu'ils ne devraient pas entendre. Mais vous savez, ici, on parle beaucoup. Vous voulez un café ? J'ai hoché la tête. Le café avait un goût d'eau rouillé. Sur le mur, un vieux calendrier montrait la photo d'une procession de village. En bas, une phrase écrite à la main. « Mieux vaut descendre avant le soir. » Je n'ai rien demandé de plus. 2 jours plus tard, au bureau, j'ai tenté de me convaincre que tout cela n'était qu'une succession d'impressions mal digérées. Je me suis répété, en silence, que l'esprit s'invente des monstres dès qu'il se retrouve sans public. Pourtant, chaque fois que j'ouvrais le dossier de la propriété, quelque chose en moi se rétractait. Le simple nom du lieu, le cerf des âmes, m'écorchait la bouche. Mon directeur m'a intercepté vers la fin de la journée. Bonne nouvelle, Pierre. On a un acheteur potentiel. Tu montes demain avec André. André ? Mon fils. Il apprend. Il a besoin de terrain. J'ai senti mon ventre se serrer. J'aurais préféré y retourner seul, quitte à affronter l'invisible. Mais refuser aurait éveillé les soupçons. J'ai donc acquiescé. Parfait. Le lendemain, nous avons quitté Mende sous un ciel de cuivre. André conduisait une grosse 4x4 noire, flambant neuve. Il parlait beaucoup, trop vite, et souriait d'une manière qui trahissait sa jeunesse. Il n'avait que 19 ans, et la naïveté de ceux qui n'ont jamais passé une nuit loin des lampadaires. C'est là qu'un chanteur a vécu, c'est ça ? Trop stylé. T'as pas peur, toi, de dormir dans des endroits pareils ? Non, ai-je menti. La route se déroulait sous une bruine fine. À mesure que nous montions, le goudron se couvrait d'aiguilles de pin. Les panneaux disparaissaient. André baissait la musique pour écouter le vent. Ce vent n'avait rien à dire. Il soufflait comme un animal aveugle. À la hauteur du petit plateau, j'ai vu se dresser les premiers nuages de la tempête. Une nappe grise se refermait sur la vallée. André a ralenti, puis arrêté la voiture. « T'as vu ? On dirait qu'il y a du monde là, entre les arbres. » Il montrait la pente à droite. J'ai suivi son regard. Rien. Ou plutôt, trop de choses possibles. Des troncs tordus, des ombres humaines faites de bois et de pluie. J'ai murmuré, « C'est juste la lumière. » « Ne t'en fais pas. » Mais lui insistait. « Non, sérieux, je te jure que j'ai vu une forme bouger. » Pour ne pas me trahir, j'ai ri. Et pourtant, au fond, je savais qu'il avait raison. La forêt respirait différemment. Quelque chose, quelque part, se levait. Au point où le téléphone captait, j'ai coupé le moteur et noué un ruban doré à une branche. Geste dérisoire mais instinctif. Si on a un souci, on revient jusque-là. C'est le seul endroit où le réseau passe. Il a hoché la tête. Ok, j'irai peut-être téléphoner à ma copine ce soir. Il riait encore. Moi, je savais déjà que la nuit serait longue. Quand nous sommes arrivés à la maison, l'air sentait la terre retourner. La façade brillait d'humidité. André a couru jusqu'au porche, puis s'est arrêté net. On dirait qu'il y a quelqu'un dedans. J'ai ressenti exactement la même chose. Un poids, comme une présence compacte dans la pièce principale. Nous avons poussé la porte. Rien. Le silence.
Encore lui, cette fois saturé de pluie. Pendant qu'André déchargeait les sacs, j'ai remarqué une trace de pas sur le gravier, trop fine pour être la nôtre, une empreinte nue. Je n'ai rien dit. La pluie s'est mise à frapper le toit comme des doigts impatients. J'ai allumé le groupe. La lumière a repris sa place, faussement rassurante. Nous étions à peine installés que 2 phares ont jailli du virage. Une voiture montait lentement, presque à contre-cœur. André a soupiré. Les acheteurs, ils étaient 2. Un homme d'une 50aine d'années, costume gris usé, lunettes épaisses, et une jeune femme élégante, manteau long, cheveux tirés. Dès leur sortie du véhicule, j'ai compris qu'ils n'étaient pas venus pour admirer la vue. Leur regard allait droit à la terre, à la forêt, au mur. La jeune femme a dit, d'une voix sans accent, « Notre client est intéressé par la localisation exacte. Il nous a demandé de vérifier certains points. » Elle a pris un carnet. « Où est la fosse septique ?» J'ai indiqué la pente derrière la maison. Ils s'y sont rendus sous la pluie sans parapluie. Je les ai regardés descendre dans la boue, tourner autour d'un arbre, se pencher, comme s'ils cherchaient quelque chose d'autre. L'homme a creusé un peu avec la semelle de sa chaussure. La femme a murmuré « C'est ici. Il va être satisfait. » Lorsqu'ils sont remontés, leurs visages étaient plus pâles encore. « Notre client prendra contact très vite », a-t-elle dit. Puis elle a ajouté, en me fixant, « Ne restez pas ici cette nuit. La montagne n'aime pas les étrangers. » Elle est montée dans la voiture, et les feux rouges se sont dissous dans la pluie. André a éclaté de rire. « Ils sont complètement frappés, non ?» J'ai souri sans répondre. La nuit tombait plus vite qu'à l'habitude. Je lui ai proposé de dîner, mais il voulait courir un peu. Je vais jusqu'au ruban, histoire d'envoyer un message. Je reviens dans 20 minutes. Je lui ai donné le couteau de mon père. « Garde-le sur toi, on sait jamais. » Il m'a lancé un clin d'œil. « Oui, chef. » Je l'ai regardé s'éloigner sous la pluie, silhouette mince avalée par les pins. Il n'avait pas peur, lui. Il ne connaissait pas encore cette sensation, celle d'être observé par ce qui n'a pas de visage. Je suis rentré, j'ai vérifié la maison. Tout semblait calme, jusqu'à ce bruit, derrière la façade nord. Un grondement, d'abord confus, puis plus net. Un souffle profond, lourd, presque animal. J'ai contourné la pièce, lampe en main, jusqu'à la fenêtre du couloir. Ce que j'ai vu me hantera toujours. Les branches se soulevaient comme sous le passage d'un corps massif. Et, un instant, au milieu de ce mouvement, une ombre verticale s'est dressée. Puis, un éclat, une lumière. Le détecteur de mouvement de la caméra extérieure venait de s'activer. Dans le cône jaune, un homme est apparu. Barbe épaisse, torse nu, front ceint d'une couronne d'épines. Il me regardait droit, immobile. J'ai senti le sang refluer dans mes jambes. Une seconde plus tard, la lumière s'est éteinte. Quand je suis revenu à la fenêtre, il n'y avait plus rien. Je suis resté longtemps debout, incapable de bouger. Et c'est alors qu'un bruit de moteur a surgi dans la vallée. J'ai couru dehors, un pick-up remontait la piste. Des voix, des lampes, des silhouettes connues. Les ouvriers, ils s'arrêtaient en urgence. André Blême était dans la benne, trempé jusqu'aux os. Il tremblait sans mot dire. Je suis allé vers lui, mais il a fui dans la maison. Les autres m'ont rejoint. Paul a coupé le moteur, a éteint sa lampe, et dans le noir il m'a chuchoté « Fermez tout, ne laissez pas de lumière. » Et surtout, quoi qu'il arrive, si ça frappe, ne répondez pas. Nous avons refermé les portes dans un silence compact, celui des hommes qui savent qu'ils ne serviront pas à grand-chose s'il faut se battre. Paul a glissé le loquet, m'a fait signe d'éteindre le groupe. La maison s'est retrouvée plongée dans une obscurité moite, pleine de respiration et d'oreilles imaginaires. On s'est calé dans le studio, l'un des rares endroits sans fenêtre. André tremblait encore, la vapeur de son souffle dessinait de petits nuages dans la lumière résiduelle de la lampe de poche. Je lui ai mis une couverture sur les épaules. « Tu les as vus, toi aussi ?» Il a hoché la tête sans me regarder. Il y avait quelqu'un sur la route, une femme, je crois. Elle m'a parlé, mais j'ai rien compris. Elle riait pas. Elle disait juste mon nom, comme si elle le goûtait. Paul lui a pris la main et a dit doucement « Faut pas répondre quand elle appelle. Faut jamais répondre. » Les mots ont flotté entre nous comme de la buée. Dehors, la pluie s'était calmée, remplacée par un bruit plus diffus, un frottement régulier sur les murs, comme si des branches s'y appuyaient pour grimper. Je me suis approché du mur opposé, j'ai collé l'oreille, un chuintement de laine, puis un grattement plus net, presque méthodique. Quelque chose se traînait le long de la façade. À ce moment précis, j'ai senti la maison respirer. Ce n'était pas une image. Les cloisons vibraient légèrement, comme sous une pression extérieure. Les ouvriers ont échangé un regard lourd. Le plus jeune, Étienne, a murmuré « Elle arrive ». Paul lui a donné un coup sur l'épaule pour le faire taire. Les premières pressions ont commencé.
Pas des coups, non. Un appui puis un autre, au rythme d'un corps qui se balance. Les volets frémissaient. Le plancher gémissait sous un poids absent. André a sursauté à chaque craquement. J'ai voulu parler, pour briser le silence, mais aucun mot ne venait. Un craquement plus fort, puis un autre, juste au-dessus du studio. Une série régulière, lente. Paul a sorti son couteau, ridicule face à ce qu'on ne voyait pas. Restez ensemble. Si elle cherche à entrer, elle passera par la terrasse. J'ai rampé jusqu'à la petite fenêtre du couloir, celle qui donnait sur le côté nord. Dehors, la pluie avait cessé, mais tout semblait baigné d'une vapeur blanche. Et là, à travers la buée, j'ai vu un visage. Pas pressé contre la vitre, fondu dans le verre, comme si le visage venait de l'autre côté de la matière. Un ovale pâle, des yeux si noirs qu'ils absorbaient la lumière, et un sourire. Pas un rictus, un sourire d'attente. Je suis resté paralysé, la bouche entr'ouverte, incapable de reculer. Le visage s'est lentement penché, comme pour écouter mon cœur battre à travers la paroi. Quand j'ai enfin réussi à reculer, j'ai glissé sur le carrelage, renversé la lampe. La lumière a vacillé, puis s'est éteinte. André a hurlé. Paul s'est rué vers la porte, l'a claqué, a tiré la table contre. « Elle veut entrer. Bouge pas, Pierre. » 1 minute, 2, 10 peut-être. Les bruits ont cessé. La maison n'était plus qu'un souffle lent, une bête endormie. Paul a rouvert la lampe. André était assis contre le mur, les yeux fous, la bouche pleine de terre. Il mâchait la terre qu'il avait prise sur ses chaussures sans s'en rendre compte. Au petit matin, un rayon terne a traversé les interstices des volets. J'ai osé ouvrir la porte. Dehors, la terrasse était jonchée de boue, et sur le bois, de fines traces de pas nus, toutes orientées vers la maison. Certaines s'arrêtaient juste au bord, comme si les pieds s'étaient effacés d'un coup. Nous sommes restés debout à regarder. Étienne s'est signé. Paul a murmuré. La Vierge est passée. On dit qu'elle cherche encore son fils. Ceux qui la croisent oublient leur chemin. Il a sorti un briquet, a craqué une flamme tremblante. On reste pas. On descend maintenant. Mais avant qu'on ait pu bouger, le grondement d'un moteur a jailli au loin. 2 véhicules noirs montaient lentement, phares éteints. Ils se sont arrêtés devant la barrière. 3 hommes en sont sortis. L'un portait une chemise impeccable malgré la boue, un autre un blouson militaire. Le troisième, plus petit, a salué poliment. « Monsieur Pierre, on vient de la part du propriétaire du domaine. On va reprendre les lieux. » J'ai bégayé. « Reprendre ? Vous êtes qui, au juste ?» Il a souri. « Des gens qui savent à qui appartient la montagne. » Il a fouillé dans sa poche, a sorti quelque chose. Une petite croix de métal couverte d'une boue brune. La mienne. « Vous avez laissé ça dehors. Mieux vaut ne pas la porter ici. On ne mélange pas les signes. » Puis, sans plus de cérémonie, « Vous partez maintenant. L'endroit ne vous veut pas. Et croyez-moi, c'est mieux pour vous. » Derrière lui, les 2 autres observèrent les arbres. Paul les fixait avec une haine sourde. L'homme à la croix a ajouté, presque bienveillant, « On va rouler lentement jusqu'à la départementale. Suivez-nous. Quand on aura tourné, vous ne remontez plus, d'accord ? » Nous avons obéi. Sur la piste, la pluie reprenait, fine, persistante. Au virage du ruban doré, je me suis retourné. La maison n'était déjà plus là, avalée par la brume. Nous avons roulé longtemps derrière leurs phares muets, les pneus mordant la boue comme sur une peau vivante. La montagne autour semblait se refermer sur elle-même. Quand la route s'est élargie, les 3 véhicules se sont séparés, chacun dans une direction différente. Nous sommes restés seuls, Paul, Étienne, André et moi. Le moteur encore chaud, la peur suspendue dans le silence. Je n'ai pas parlé. André, à côté de moi, fixait la route d'un œil fixe, vitreux. Ses lèvres tremblaient, mais il ne disait rien. Il tenait dans sa main un petit objet que je n'avais pas remarqué avant. Une médaille en argent, usée, la Vierge gravée dessus. « C'est à ma grand-mère », a-t-il murmuré. Elle disait qu'elle protège ceux qui n'ont plus de foi. Il a souri, un sourire triste, comme celui d'un enfant qui sait qu'il ne dormira plus jamais tranquille. Nous avons laissé les ouvriers au village, puis pris la direction de la ville. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Le bruit du moteur, encore dans mes oreilles, continuait de se mêler à celui de la pluie. Le lendemain, au bureau, mon chef m'attendait. Il avait l'air soulagé. « Bonne nouvelle, Pierre. La maison est vendue. L'acheteur a tout réglé. Grosse commission pour toi. » Il m'a tapé sur l'épaule. J'ai voulu demander qui avait signé, mais son regard m'a dissuadé. Disons que ce sont des gens discrets. Je n'ai rien dit. Mais quand il a quitté la pièce, j'ai remarqué un détail. Sur le coin de son bureau, une petite croix en bois, cassée en 2. Un éclat sec m'a traversé la poitrine. Quelques jours plus tard, le technicien informatique m'a rappelé. « J'ai pu récupérer les images de la caméra de bord de ton véhicule, celle de la nuit où t'étais là-haut. » J'ai hésité, puis j'ai dit « Montre-les-moi. » L'écran s'est allumé.
La vidéo commençait au moment exact où l'alarme s'était déclenchée. On voyait la terrasse, la boue, la porte entr'ouverte. Puis, lentement, quelque chose bougeait à droite du cadre. Une forme humaine, mince, vêtue d'un manteau sombre. Elle s'approchait de la voiture, posait la main sur le capot. Et là, pendant une fraction de seconde, la caméra captait son visage. C'était une femme, oui, mais sa peau avait la texture du plâtre humide. Ses yeux n'avaient plus de blanc. Elle fixait l'objectif, puis très lentement, elle souriait. Un sourire sans joie, un sourire qui disait « Je sais que tu regardes ». La vidéo se terminait là. Le technicien, mal à l'aise, a soufflé. Effet de condensation sans doute. L'humidité fausse parfois les visages. J'ai acquiescé sans conviction. Cette nuit-là, j'ai rêvé d'elle. Pas de la maison, ni de la forêt, mais d'un visage qui apparaissait dans la vitre de ma propre chambre, derrière moi. Quand je me suis réveillé, il y avait de la terre sous mes ongles. André, lui, ne revenait plus au bureau. Son père disait qu'il avait besoin de repos. 3 semaines plus tard, j'ai reçu un message vocal enregistré d'une voix presque méconnaissable. « Pierre, je suis retourné là-haut. » J'ai compris pourquoi elle m'appelait. « Il faut que je te montre quelque chose. Ne dis rien à mon père. » Puis le silence. J'ai essayé de le rappeler. Numéro invalide. Le lendemain, j'ai pris la route des Cévennes. Je ne sais pas ce que j'espérais. Peut-être le voir revenir du chemin. Peut-être prouver qu'il n'y avait rien d'autre que la peur. Mais à mesure que je montais, j'ai senti le même froid ancien me reprendre. Au détour du virage où j'avais noué le ruban doré, il n'y avait plus rien. Ni ruban, ni trace, ni même la borne. Seule une odeur, étrange, métallique, flottait dans l'air. La piste vers la maison n'existait plus vraiment. Des pierres, des troncs couchés, comme si la montagne avait effacé le passage. Pourtant, je l'ai suivie. J'ai marché jusqu'à l'endroit où elle aurait dû se trouver. Et là, au milieu des arbres, j'ai trouvé un trou. Pas une grotte, pas une caverne, un gouffre étroit, circulaire, d'où s'échappait un souffle tiède, presque humain. La terre autour était noire, vitrifiée par endroits, comme brûlée de l'intérieur. Je me suis approché lentement. Au bord, un éclat métallique brillait dans la poussière. Je l'ai ramassé. C'était la médaille d'André. Sous la boue, gravée au dos, un mot que je n'avais jamais vu. Porta altissima. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là. Le vent s'est levé, faisant bruisser la forêt d'un murmure immense. J'ai cru entendre des voix. Pas distinctes, mais multiples, comme un cœur sans langue. Des rires aussi, mêlés aux pleurs. Et soudain, du fond du gouffre, un souffle plus fort. Pas un vent, non. Un souffle vivant, chargé d'un parfum de cire et de cendre. J'ai reculé, un pas, puis 2. Quelque chose remuait dans l'obscurité. Et au bord, là où ma lumière tremblait, j'ai vu, ou j'ai cru voir, une main blanche, fine, sortir de la terre, les doigts tendus vers moi. Je suis parti en courant. Je ne me souviens plus de la descente, ni de la route. Seulement de la sensation d'être suivi, sans bruit, jusqu'à la plaine. Des mois ont passé. La maison n'existe plus sur aucune carte. Le dossier a disparu du registre foncier. Même mon chef prétend ne jamais avoir entendu parler du cerf des âmes. Mais parfois, la nuit, quand le vent change de direction, il me semble sentir cette odeur de cire brûlée, la même que là-haut. Et au fond du sommeil, juste avant de sombrer, j'entends encore cette voix, lointaine, douce comme une prière déformée. « Pierre, ouvre la porte, je ne dors presque plus. » Et quand je rêve, je marche toujours sur la route blanche, vers un gouffre qui m'attend. La médaille d'André est sur ma table de nuit. Je la retourne parfois entre mes doigts. Elle est tiède, toujours, comme si quelqu'un, quelque part, la tenait encore.